Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de tribu de partie d'un ensemble. Bon, pour comprendre qu'est-ce qu'une tribu, pensez à l'ensemble des événements en probabilité, de tous les événements en probabilité. Okay? Donc, bien sûr, une tribu, c'est une notion plus générale. Soit B une famille de parties de X, on dit que B est une tribu ou une sigma algèbre sur X. Si on a X appartient à B, quel que soit A appartient à B, AC appartient à B, on dit que B est stable par passage ou complémentaire. Si AN est une suite d'éléments de B, alors la réunion des AN appartient à B. On dit que B est stable par union dénombrable ou par réunion dénombrable. C'est la même chose. Là, ce n'est pas nécessairement une suite finie, c'est une suite dénombrable. Okay? Il y a une infinité d'ensembles. La suite ici est indexée par une étoile. Remarque, le vide de X est une tribu triviale, c'est clair. Il vérifie ces trois propriétés, c'est évident. P de X, bien sûr, est une tribu triviale. Il vérifie ces trois propriétés. On les appelle les tribus triviales sur X. Deuxième exemple, si A est une partie de X quelconque, la famille B0 formée par le vide A, AC et X est une tribu sur X. Bon, il contient X, donc il vérifie I. Hein? Il est stable par passage complémentaire. Le complémentaire de vide, c'est X, le voilà. Le complémentaire de AC, le voilà. Le complémentaire de AC, c'est A, le voilà. Et le complémentaire de X, le voilà. Donc, il est stable par passage au complémentaire. Si AN est une suite d'éléments de B, AN est une suite d'éléments de B, indexée par une étoile, par exemple, ici. Là, vous avez un nombre fini d'éléments. Hein? Un nombre fini d'éléments. Donc, lorsqu'on prend une suite, ça veut dire qu'il y a des ensembles répétés une infinité de fois. On peut avoir, par exemple, vide, le vide répété une infinité de fois, ou bien A répété une infinité de fois, et ainsi de suite. Ou bien A et AC répété une infinité de fois. Okay. Donc, la réunion ici, la réunion de AN se ramène à une réunion finie. Ici, c'est soit le vide, soit le vide union A, soit le vide union AC, soit A union AC. De toute façon, la réunion reste dans B0, elle ne sort pas de B0. Donc, même si la suite ici est dénombrable, en fait, la suite n'est pas nécessairement constante. Par exemple, vide A, vide A, vide A, vide A est une suite. Okay? Mais la réunion des AN dans ce cas, c'est le vide union A. Donc, il se ramène à une réunion finie d'éléments de B0 qui appartient bien sûr à B0. N'oubliez pas qu'on a déjà vu que B0 est une algèbre sur X. Donc, la famille B1 des parties de X, telles que A est au plus dénombrable ou AC est au plus dénombrable. Cette famille est une tribu sur X. Donc, si par exemple X est au plus dénombrable, si X lui-même est au plus dénombrable, alors toutes les parties de X sont au plus dénombrables. Donc, B1, c'est P de X tout entière. Okay? Donc, cette tribu est importante lorsque X est infini non dénombrable. OK? Bon, peu importe. Bon, restons dans le cas général. B1, c'est la famille des parties de X, c'est que A ou AC est au plus dénombrable. Bon, c'est une tribu sur X. Bon, il contient X, parce que le complémentaire de X, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide est fini, donc il est au plus dénombrable. Donc, X appartient à B1. Il contient bien sûr aussi vide. Il est stable par passage complémentaire, c'est évident, d'après la définition même. Si A appartient à AC appartient, c'est évident. Parce que le complémentaire de AC, c'est A. OK? Bon, il est stable par union dénombrable. Donc, en fait, si on considère une suite d'éléments, si on considère une suite AN, d'éléments de B1, hein, on distingue les deux cas suivants. Si bien sûr, pour tout n, on a AN dénombrable ou AN au plus dénombrable ou ANC au plus dénombrable. Donc, dans le premier cas, on suppose que quel que soit n supérieur ou égal à 1, AN est au plus dénombrable. Donc, la réunion est au plus dénombrable. Donc, la réunion appartient à BA. OK? Le cas complémentaire, la négation de cette proposition, c'est il existe N0 supérieur ou égal à 1 tel que AN n'est pas au plus dénombrable. Mais si AN n'est pas au plus dénombrable, c'est ANC qui est au plus dénombrable. Et on a bien sûr AN0C est au plus dénombrable. Et on a le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Donc, il est contenu dans AN0C. Comme AN0C est au plus dénombrable, alors ce complémentaire-là est au plus dénombrable. Donc, cette réunion appartient à BA. Donc, il suffit de distinguer ces deux paires, c'est facile. Donc, retenez bien cette tribu. Vous avez le droit de l'utiliser
dans les exercices, sauf si on vous démontre d'établir que c'est une tribu. Même à l'examen, vous avez le droit d'utiliser comme étant une tribu, sauf si on vous demande de le justifier, de justifier que B1 est une tribu. Autre exemple, je prends la famille B2, pardon, 2 secondes, la famille B2 des parties de Rn telles que A égale moins A. A égale moins A, ça veut dire que A est symétrique. J'ai quelque chose à vous montrer. Voilà. Donc, par définition, l'opposé de A, si A est une partie de Rn, l'opposé de A, c'est l'ensemble des opposés des éléments de A. C'est l'ensemble des moins x tel que x appartient à A. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est cette équivalence. X appartient à moins A, équivalent moins x appartient à A. Donc x est dans moins A si seulement si son opposé est dans A. Bon. A est un élément de B1. Non. A est un élément de B2 si seulement si A égale moins 1. Bon, par exemple, si on est dans R, si n égale 1, l'intervalle moins 1, 1, fermé ou ouvert, il vérifie A égale moins A. Le singleton 0, il vérifie A égale moins A. La paire moins 1, 1, il vérifie A égale moins A. Il y a une infinité d'éléments dans cette tribu, ce qu'on appelle une partie symétrique de Rn. Une partie symétrique par rapport à 0, bien sûr, par rapport à l'origine. Bon, pour montrer que c'est une tribu, il suffit de remarquer ceci, que l'opposé de la réunion, c'est la réunion des opposés, et que l'opposé du complémentaire, c'est le complémentaire de l'opposé. Pour démontrer ces deux propriétés, il suffit d'utiliser cette équivalence. X appartient à moins A, équivalent moins X appartient à A. C'est trivial. OK? Voilà. Donc, à ces deux relations-là, on montre que B2 est une tribu. Et bien sûr, elle contient Rn, parce que Rn est symétrique. L'opposé de Rn, c'est Rn. Bon, propriété d'une tribu, bien sûr. Donc, soit B une tribu. Hein. Si AN est une suite d'éléments d'une tribu, B, on sait que la réunion appartient à B. On a aussi l'intersection appartient à B. C'est immédiat parce que les AN sont dans B, donc leur réunion est dans B. Donc leur complémentaire, les ANC sont dans B. Donc la réunion des ANC est dans B. Donc le complémentaire de la réunion des ANC est dans B. Et le complémentaire de la réunion des ANC, c'est exactement l'intersection. Donc vous voyez, c'est grâce à la stabilité par union et par complémentaire, par passage au complémentaire, que l'intersection appartienne à B. Bon, de même pour la limite sup et la limite 1. Il faut regarder ici. Voilà. La limite sup, par exemple, par définition, c'est l'intersection de réunion sur K égale à 1 de AK. Les AK, elles sont dans B. Donc cette réunion est dans B parce que B est stable par union dénombrable. Okay? Vous appelez cet ensemble Bn. Donc vous avez l'intersection n supérieur ou égal à 1 de Bn. Avec Bn appartient à B. Donc l'intersection appartient à B parce qu'une tribu est stable par intersection finie, par intersection dénombrable. OK? Donc, la limite sub d'une suite AN et la limite inf aussi, parce que pour la limite A, vous avez la réunion des intersections, appartiennent à B. Toute intersection de tribus sur X est une tribu sur X, comme pour les algèbres. C'est-à-dire, si vous avez une famille AI, I appartient à I, de tribus, alors l'intersection de AI est une tribu sur X, c'est clair. Parce que, par exemple, pour stabilité par le passage au complémentaire, soit A appartient à l'intersection des AI, donc A appartient à chaque AI. Quel que soit I, A appartient à AI. Donc, quel que soit I, AC appartient à I, parce que AI est une tribu. Donc AC appartient à l'intersection des AI. Même chose pour la stabilité par union dénombrable et pour l'appartenance de X à l'intersection, bien sûr. Okay, donc, toute intersection, ça va nous servir, cette propriété dans la suite. Toute intersection de tribu sur X est une tribu sur X. Toute algèbre finie sur X est une tribu sur X. Parce que si vous avez une algèbre finie, une réunion dénombrable se ramène à une réunion finie. Si vous prenez une suite à n d'éléments de cette algèbre, bon, comme cette algèbre est finie, alors la réunion des AN, c'est en fait une réunion finie d'éléments de A. Donc il appartient à A, puisque A est une algèbre et on sait que toute algèbre est stable par union
fini. Bon, il est déjà stable par passage complémentaire, bien sûr. L'algèbre est stable par passage complémentaire. Donc, toute algèbre finie est une tribu. Mais attention, une algèbre infinie n'est pas nécessairement une tribu. OK? Bon, il suffit de... Il y a un exemple qu'on a vu l'ensemble des A inclus dans X, tel que A est fini ou AC est fini. Prenez X, par exemple, égale R. C'est une algèbre infinie, mais ce n'est pas une tribu. Toute tribu sur X est une algèbre, bien sûr. Toute tribu sur X est une algèbre. La réciproque est fausse. Il y a des algèbres qui ne sont pas des tribus, on vient de le dire. Remarque. Dans la définition 1.3.1, on peut remplacer 3i par... Dans cette définition, on peut remplacer la stabilité par union dénombrable par la stabilité par intersection dénombrable. Vous avez l'équivalence. Revenons à cette définition. Donc voilà. Remplacer cette propriété-là par si AN est une suite d'éléments de B, alors l'intersection des AN appartient à B, grâce à la stabilité par passage complémentaire, bien sûr. En général, une tribu, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'une tribu est stable par union quelconque? Bon, dans la définition, on a vu qu'elle est stable par union dénombrable. Est-ce qu'elle est stable par union quelconque? La réponse est non. La réponse est négative. Elle n'est pas stable par union quelconque. Voilà un exemple. Donc, prenez cette tribu, la famille de R, telle que A ou AC est au plus dénombrable. On vient de voir que c'est une tribu sur même un ensemble quelconque, donc en particulier sur R. Je prends le singleton X. Il appartient à B. Hein, donc là, vous avez la famille, si vous appelez le singleton X égale A indice X. Donc vous avez la famille A indice X, telle que X appartient à 0,1. OK? Donc vous avez, quel que soit X appartient à 0,1, AX, qui est le singleton X, appartient à B. Mais la réunion des AX, c'est-à-dire la réunion des singletons X, c'est exactement 0,1. La réunion sur X appartient à 0,1 des singletons X égale 0,1. 0,1 n'appartient pas à B. Il n'appartient pas à B parce que 0,1 n'est pas au plus dénombrable et son complémentaire n'est pas au plus dénombrable. Donc voilà une famille d'éléments de B qui n'est pas dénombrable, bien sûr, parce que 0,1 n'est pas dénombrable. Dans la réunion n'est pas dans B, donc attention, attention, attention. Soit Y un autre ensemble non vide et f de x vers y une application. Soit oméga une partie de P de Y. Attention. Oméga est contenu dans P de Y et non pas dans Y. Attention. Donc ça veut dire un élément de oméga, c'est un élément de P de Y. OK? Un élément de oméga, c'est un élément de P de Y. Donc c'est une partie de Y. Un élément de oméga est contenu dans Y. Il n'appartient pas à Y. Okay? Donc dans toute la suite de ce cours, la famille, regardez cette famille, cet ensemble, l'ensemble des images réciproques des éléments de oméga. Bon, bien sûr, un élément de oméga, c'est une partie de Y. Il est inclus dans Y. Donc, je peux calculer son image réciproque, il n'y a pas de problème. F-1 de B, tel que B décrit oméga. Cette famille-là, cet ensemble, sera noté F-1 de oméga et appelé abusivement image réciproque de oméga par F. Abusivement, ça veut dire tajawuzan, parce que ce n'est pas une vraie image réciproque. Attention ici. Là, c'est une vraie image réciproque, parce que B est inclus dans Y. Donc, si B est inclus dans l'ensemble d'arrivées, je peux parler de son image réciproque. Ici, oméga, il n'est pas inclus dans Y. OK? Il est inclus dans P de Y. Donc, sa vraie image réciproque n'a pas de sens. OK? Parce que si f était à valeur dans P de Y, oui, mais f n'est pas à valeur dans P de Y, il est à valeur dans Y. Donc c'est juste une notation. Et qu'on appelle image réciproque de oméga par f. Abusivement, tajawuzan. Que ce soit pour la notation ou pour la terminologie. OK? Bon, bien sûr, pourquoi on fait ça? Pour la simplicité des choses. Hein? Je me prends à chaque fois. Et on l'appelle image réciproque de oméga par f. En particulier, si maintenant oméga est une partie de P de X et A est inclus dans X, A c'est une partie de X, non vide bien sûr, et E est inclus dans P de X, c'est une partie de P de X. Et on considère l'injection canonique, I définie de A vers X, A étant inclus dans X. Donc c'est l'application qui a X associé X. Ce n'est pas l'identité bien sûr, parce qu'on n'a pas nécessairement le même ensemble de départ et d'arrivée.
L'identité, c'est qu'on a X ou on a X. Il y a A qui est inclus dans X ou on a X, qui a X associé X. On l'appelle, c'est une application injective qu'on appelle l'injection canonique de A, okay, vers X. C'est bon. Donc, X ici, il joue le rôle de Y ici. Et A ici, il joue le rôle de X ici. I, il joue le rôle de F. Donc, I-1 de I-1 de E. I-1 de E. Voilà. D'après la définition précédente, la notation précédente, I-1 de E, ce n'est pas une vraie image réciproque, c'est juste une notation. F-1 de oméga de I-1 de E, c'est l'ensemble des I-1 de B tel que B appartient à E. Là, c'est une vraie image réciproque. Mais I-1 de B, parce que I, c'est presque l'identité. C'est l'application de A vers X qui a X associé X. Donc, I-1 de B, c'est B inter A. Donc, I-1 de E, c'est B inter A, tel que B décrit E. On la note E inter A. Ce n'est pas une vraie intersection. C'est juste une notation, parce que cette famille, il est contenue dans P de X. Et A, il est contenu dans X. Ils ne sont pas du même type. Donc, la vraie intersection, c'est l'ensemble vide. Mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ici, c'est juste une notation. Ça veut dire que c'est l'ensemble des éléments de la forme B inter A tel que B appartient à E. On a fait qui est B. Donc, E inter A, par définition, c'est l'ensemble des B inter A tel que B appartient à E. Là, c'est une vraie intersection. Parce que B et A sont dans X. Par contre, ici, c'est juste une notation. C'est ce qu'on appelle la trace de la famille E sur A. L'atar diala ala A. Parce qu'il est formé par les traces de ces éléments sur A. Voilà. Donc, alors, I-1 de E, c'est l'ensemble des B inter A tel que B appartient à E, qu'on note E inter A. Voilà, donc I-1 de E coïncide avec la trace de E sur A. Ah, il y a I-1 de E, et voilà la trace de E sur A. Proposition. Soit f de x vers y d'une application. L'image réciproque par f d'une algèbre, respectivement une tribu sur y, est une algèbre, respectivement une tribu sur x. Bon, ça veut dire, si vous prenez ici une famille A, on a une famille B, qui est une tribu sur y, son image réciproque f-1 de B est une tribu sur x. Son image réciproque dans ce sens-là, pas le sens direct. Si vous remplacez ici oméga par B, f-1 de B, c'est l'ensemble des images réciproques. Je vous rappelle ici qu'il s'agit d'une notation, pas plus. Donc l'image réciproque d'une algèbre par f est une algèbre sur x. L'image réciproque d'une tribu sur y, bien sûr, par f est une tribu sur x. La démonstration est simple, immédiate. Prenons par exemple le cas d'une tribu. Donc, soit B une tribu sur Y, soit l'espace d'arrivée. Bon, d'après les notations précédentes, f-1 de B désigne l'ensemble des images réciproques des éléments de B. f-1 de B tel que B décrit B, bien sûr. Bon, f-1 est une tribu sur X. En effet, le vide, c'est f-1 de vide. Ou bien si vous voulez X, vous pouvez prendre ici X. X, c'est f-1 de Y. f-1 de Y, c'est X. OK? Donc, puisque Y appartient à B, alors f-1 de Y appartient à f-1 de B. C'est-à-dire X appartient à f-1 de B. Si A appartient à f-1 de la stabilité par passage complémentaire, si A appartient à f-1 de B, c'est-à-dire cette famille, alors il s'écrit sous la forme A égale f-1 de B avec B appartient à B. OK? Il existe B appartient à B tel que A égale f-1 de B. Son complémentaire, AC, c'est le complémentaire de f-1 de B. Or, le complémentaire de f-1 de B, c'est f-1 du complémentaire. Donc, AC égale f-1 de BC. Or, B appartient à B, donc son complémentaire appartient à B, parce que B est une tribu. Donc, f-1 de BC appartient à cette famille. Donc, AC appartient à cette famille. Par suite, cette famille est stable par passage au complémentaire. Si maintenant AN est une suite d'éléments de f-1 de B, qu'est-ce que ça veut dire AN est une suite d'éléments de B? Ça veut dire que pour tout N, il existe Bn appartient à B, tel que AN égale f-1 de Bn, avec Bn appartient à B. Donc, par suite, la réunion des AN
La réunion de AN, c'est la réunion de F-1 de Bn. OK? Et la réunion de F-1 de Bn, c'est F-1 de la réunion de Bn. OK? Il appartient à F-1 de B parce que la réunion de Bn appartient à B, puisque B est une tribu. La réunion de Bn appartient à B puisque Bn est une tribu. Donc, son image réciproque appartient à F-1 de B. Donc, on a montré ici que cette famille-là est stable par union des nombres. Donc, c'est une tribu. Même chose pour une algèbre, bien sûr. Conséquence, si on applique ça à l'injection canonique, soit A inclus dans X et B imprévu respectivement en algèbre sur X. Alors, la famille B inter A, la trace. B inter A, c'est I-1 de B. B inter A, on vient de justifier. B inter A, la trace de la famille B sur l'ensemble A, c'est I-1 de B. Donc, B est une tribu, donc son image réciproque, I-1 de B est une tribu. Ça veut dire que B inter A est une tribu. Donc, on en déduit que la trace d'une tribu est une tribu. La trace d'une algèbre est une algèbre. On l'appelle tribu trace de B sur A, respectivement, algèbre trace de B sur A. Tribu engendrée par une famille de parties d'un ensemble, comme on l'a vu pour les algèbres, c'est pratiquement la même chose. Donc, je reviens à ça après. Soit oméga inclus dans P de X, on appelle tribu, oméga est fixé bien sûr, il est contenu dans P de X, et non pas dans X, attention. On appelle tribu sur X engendrée par oméga, l'intersection de toutes les tribus sur X qui contient oméga. Bon, on vient de voir qu'une intersection quelconque de tribu est une tribu. OK? Bon, autrement dit ici, c'est la plus petite des tribus sur X contenant oméga, plus petite au sens de l'inclusion. Donc on appelle tribu engendrée par oméga la plus petite tribu sur X qui contient oméga. Hein? On la note sigma indice X de oméga. Sigma algèbre, vous voyez, sigma algèbre sur X engendré par oméga. Ou tout simplement sigma de oméga. On peut omettre le symbole X, la lettre X, lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion. S'il y a un risque de confusion, il faut utiliser cette notation-là. Hein? Pour signaler sur quel espace, sur quel ensemble on travaille. OK? Bon, le problème qui s'oppose ici, bon, je reviens à cette remarque ici, c'est une petite introduction à la définition d'une tribu engendrée. Bon, le problème pour les tribus, c'est qu'il n'y a pas d'exemple intéressant de tribus que l'on puisse décrire explicitement. C'est-à-dire, il y a peu de tribus dont on peut décrire explicitement les éléments, comme les deux tribus précédentes. L'ensemble des A inclus dans Rn tel que A égale moins A, on peut décrire ces éléments. L'ensemble des parties de X tel que A ou AC est plus dénombrable, on peut décrire ces éléments si on connaît X. Mais il y a seulement peu d'éléments dont on peut décrire explicitement les éléments. C'est-à-dire, on peut dire que les éléments de ces tribus sont tous de la forme kada. Okay? Ça, c'est possible pour peu de tribus. Et il y en a peut-être une infinité, mais elles ne sont pas intéressantes. OK? Ça n'empêche, bien sûr, on peut les utiliser pour construire des contre-exemples et ainsi de suite. Okay? Donc, pour les tribus intéressantes, comme pour la tribu borrélienne, ou la tribu de Lebesgue, on ne peut pas expliciter tous les éléments de cette tribu. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas tous. Il y a même des éléments de la tribu borrélienne, par exemple, qu'on ne peut même pas imaginer. OK? Donc, c'est pour ça que cette notion de tribu engendrée est importante. On a, dans les applications, on a juste besoin d'une famille génératrice. Une famille oméga, inclus dans la tribu, qui engendre cette tribu. Sigma X de oméga. Bien sûr, pour ça, pour pratique, il faut que les éléments de oméga soient connus. Hein? C'est-à-dire qu'on peut décrire les éléments de oméga explicitement. Donc, il suffit de connaître les éléments, ou il suffit de pouvoir expliciter les éléments d'une famille génératrice de la tribu. Hein? C'est la raison pour laquelle cette notion de tribu engendrée est une raison très importante. Est une notion très importante, pardon. En général, il n'est pas possible de caractériser de manière simple les éléments de l'attribut sigma x de oméga, on l'a expliqué, okay? Même si on connaît les éléments de oméga explicitement,
on ne peut pas toujours expliciter les éléments de l'attribut engendré par oméga. Il se peut qu'il y ait même des éléments qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ça, ce n'est pas un problème du tout. Remarque, d'après la définition de l'attribut engendré, si H est une famille non vide de parties de X, alors pour montrer que H égale sigma de oméga, H égale sigma de oméga si seulement si on a les deux propriétés suivantes. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut vérifier que H est la plus petite tribu sur X contenant oméga. Donc il faut d'abord montrer que H est une tribu qui contient oméga. C'est la première étape. H est une tribu sur X qui contient oméga. De plus, il faut montrer que c'est la plus petite. C'est-à-dire, si F est une autre tribu qui contient oméga, alors il contient nécessairement H. Okay? C'est-à-dire, toutes les tribus F qui contiennent oméga contiennent H. Donc, H est la plus, grâce à I et 2I, H est la plus petite tribu contenant oméga. Donc, de manière générale, pour montrer qu'une famille H est la tribu engendrée par une famille oméga, voilà ce qu'il faut faire, I et 2I. Pour établir que H est une tribu sur X qui contient oméga, et que si F est une tribu sur X qui contient oméga, alors il contient H. D'autre part, si oméga prime est une autre famille de parties de X, alors sigma X de oméga égale sigma X de oméga prime, attention, ça n'entraîne pas que oméga égale oméga prime, non. Une tribu peut être engendrée par plusieurs familles, même par une infinité de familles, ça dépend de la tribu, bien sûr. Ok? Donc, sigma X de oméga égale sigma X de oméga prime, attention, ce n'est pas équivalent à sigma égale oméga prime, à oméga égale oméga prime. C'est équivalent à oméga est inclus dans sigma X de oméga prime, et oméga prime est inclus dans sigma X de oméga. Donc, si vous avez par exemple une tribu B qui est engendrée, on sait qu'il est engendré par une famille oméga. Et on veut montrer qu'il est engendré par une autre famille oméga prime. Donc, ça revient à montrer que sigma X de oméga égale sigma X de oméga. Donc, ça revient à montrer que la famille oméga que vous connaissez est inclue dans sigma X de oméga prime. Et la nouvelle famille oméga prime, que vous connaissez bien sûr, est inclue dans sigma X de oméga. Vous avez équivalence ici. Voilà. La justification est simple parce que l'implication directe est évidente, l'implication réciproque. Si oméga est inclus dans sigma X d'oméga prime, ça c'est une tribu. C'est une tribu qui contient oméga. Donc elle contient la plus petite tribu contenant oméga, d'après 2i. Okay? C'est une tribu qui contient oméga. Donc elle contient sigma X de oméga. Donc cette inclusion implique que sigma X de oméga est inclus dans sigma X de oméga prime. Et cette inclusion implique que sigma X de oméga prime inclut dans sigma X de oméga, d'où l'égalité. L'implication directe est immédiate. Un exemple, si oméga est une partition quelconque de X, partition finie ou infinie, dénombrable ou non. C'est-à-dire l'ensemble des indices, il peut être fini ou infini, dénombrable ou non. Okay? Donc si oméga est une partition quelconque de X, alors là, on connaît explicitement les éléments de l'attribut engendré. Voilà un exemple où on connaît les éléments de l'attribut engendré explicitement. Donc un élément de sigma oméga et tous les éléments de sigma oméga sont de cette forme-là. C'est une réunion sur J appartiennent à J, c'est que J est inclus dans l'ensemble des indices I, J c'est une partie, avec J au plus dénombrable ou JC au plus dénombrable. Donc ça veut dire qu'on peut expliciter ici tous les éléments de sigma X de oméga, puisqu'on a renforcé les hypothèses sur la famille oméga. Ce n'est plus une famille quelconque, c'est une partition. C'est cette hypothèse-là qui rend les choses faciles ici. Okay? Donc, en particulier, si l'ensemble des indices est lui-même au plus dénombrable. Donc, si I est au plus dénombrable, toute partie J de I est au plus dénombrable. J et JC sont au plus dénombrable. Donc, on peut supprimer ça. Donc, il suffit d'écrire sigma X de oméga, c'est l'ensemble des réunions J, sur J appartient à J, tel que J est inclus dans I. La démonstration, on la verra, Inch'Allah, en TD. J'ai donné des indications sur la démonstration. Vous pouvez le regarder chez vous, bien sûr, et essayer de faire la démonstration vous-même. Si A est inclus dans X, un autre exemple, si A est inclus dans X, donc oméga 0 égale le singleton A. Alors, sigma X de oméga 0 égale le vide A, AC, X. On a vu que c'est une tribu, cette famille-là. Okay? Bon, pour le justifier, c'est simple. Il suffit d'appliquer cette remarque. C'est-à-dire qu'il faut montrer que H est une tribu qui contient oméga. Et si F est une tribu qui contient oméga, alors il contient H. Donc, je prends H, c'est famille A et H et A. On sait déjà que c'est une tribu. Et il contient oméga 0.
Oméga 0, c'est un singleton. Ah, voilà, il est là. Donc, cette famille, on sait déjà que c'est une tribu et elle contient oméga 0. Reste à montrer que c'est la plus petite. Si F est une tribu quelconque sur X qui contient le singleton A, alors il contient le complémentaire de A. Et il contient le vide de X, donc il contient H. Donc ça veut dire que cette famille-là, c'est l'attribut engendré sur X engendré par oméga 0. Si oméga 1 est la famille des parties finies de X, alors sigma X de oméga 1, c'est l'ensemble des parties de X telles que A est au plus dénombrable ou AC au plus dénombrable. Donc j'appelle H cette famille. H, il y a de la famille entre crochets. Ok, cet ensemble. On sait déjà que c'est une tribu sur X. Et il contient oméga 1, il contient les parties finies. Parce que si A est fini, donc il est au plus dénombrable, donc il appartient à cette famille. C'est une tribu, bien sûr. Par définition, c'est une tribu. Ok, donc cette famille est une tribu qui contient les parties finies. C'est bon? Voilà. Bon, montrons maintenant que c'est la plus petite, qui contient oméga 1. Soit F, une tribu qui contient oméga 1. Il contient oméga 1, donc il contient toutes les parties finies. Comme F est une tribu, alors il contient leur complémentaire. Hein? Donc ça veut dire qu'il contient toutes les parties de X telles que A est fini ou AC, pardon, telles que A est au plus dénombrable ou AC est au plus, non, telles que, pardon, je m'excuse. Ça veut dire qu'il contient toutes les parties de X telles que A est fini ou AC est fini, parce qu'il contient les parties finies et leurs complémentaires. Voilà. Donc il contient oméga 1. Donc ça veut dire que cette famille est la plus petite tribu sur X qui contient oméga 1, donc il coïncide avec sigma X de oméga 1. Cette tribu est aussi engendrée, on peut le voir facilement, elle est aussi engendrée par la partition de X qui est formée par tous les singletons de X. Suivant. Important. Voilà. On va appeler Y étant un ensemble non vide, un autre ensemble non vide, F de X vers Y de l'application, et soit oméga inclus dans P de Y. Oméga inclus dans P de Y. Alors on a F-1 de sigma Y de oméga égale sigma X de F-1 de oméga. F-1 de oméga, il est contenu, oméga, il est dans P de Y. Dans P de Y. Donc F-1 de oméga, il est dans P de X. Donc là, vous avez une partie de P de X ici. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis X. Ici, je dois mettre X et ici, je dois mettre Y. Parce qu'on a deux ensembles. Donc là, c'est sigma X de F-1 de oméga. Oméga, il est dans P de Y. Donc là, c'est la tribu sur Y engendrée par oméga. Et son image réciproque est une tribu sur X. Donc ce sont deux tribus sur X. Et elles sont égales. Ça permet on peut permuter F-1 avec sigma. L'image réciproque de l'attribut engendré, c'est l'attribut engendré par l'image réciproque. Bon, il y a une inclusion qui est immédiate, c'est une inclusion directe. Vous avez oméga est inclus dans sigma de oméga, par définition, parce que sigma Y d'oméga, c'est la plus petite tribu sur Y qui contient oméga. Donc vous avez oméga est inclus dans sigma Y d'oméga. Donc F-1 de oméga est inclus dans F-1 de sigma Y de oméga. Donc F-1 de oméga est inclus dans F-1 de sigma Y de oméga. Or, sigma Y de oméga est une tribu sur Y. Donc, son image réciproque est une tribu sur X, d'après cette proposition, je crois, la proposition 1,3,9. Donc, ça, c'est une tribu qui contient F-1 de oméga. Donc, il contient sigma X de F-1 de oméga. Parce que c'est une tribu qui contient F-1 de oméga, donc il contient la plus petite tribu sur X qui contient F-1 de oméga. Donc, vous avez sigma X de F-1 de oméga est inclus dans F-1 de sigma Y d'oméga, on l'établit facilement en utilisant la définition. Bon, pour établir l'inclusion inverse. L'inclusion inverse, ça veut dire F-1 de sigma Y de oméga est inclus dans sigma X de F-1 de oméga. Ça veut dire, bon, on connaît les éléments de c'est l'ensemble des F-1 de B tel que B appartient à cette tribu. Donc, ça veut dire que quel que soit B appartient à sigma Y de oméga, ici, quel que soit B appartient, son image réciproque F-1 de B appartient à cette tribu. Voilà ce qu'il faut montrer. Quel que soit B appartient à sigma Y de oméga, hein, par définition de cette famille. Hein, c'est l'ensemble des images réciproques, l'ensemble des F-1 de B tel que B appartient à sigma Y de oméga. Donc, ça revient à montrer quel que soit B appartient à sigma Y de oméga, F-1 de B appartient à sigma X de F-1 d'oméga. Pour ce faire, on va considérer l'ensemble
des B appartenant à sigma Y de oméga qui vérifient ceci. Pardon. Voilà. Donc, on considère F l'ensemble des parties de Y qui vérifient avec la propriété, qui vérifie F-1 de B appartient à sigma X de F-1 de oméga, et vous vérifiez facilement que F est une tribu sur Y qui contient oméga. Une tribu sur Y qui contient oméga. Si une tribu sur Y, c'est facile. Il contient oméga. Pourquoi il contient oméga? Parce que si B appartient à oméga, alors F-1 de B appartient à F-1 de oméga. Donc, il appartient à sigma X de F-1 de oméga. Donc là, F est une tribu sur Y qui contient oméga. Donc, il contient sigma Y de oméga. C'est-à-dire, on a F-1 de sigma Y de oméga inclus dans sigma X de F-1 de oméga, d'où égalité. Bon, je termine par ce corollaire rapidement. Si A est inclus dans X et oméga est inclus dans P de X, alors on a A inter sigma X d'oméga, la trace de sigma X d'oméga sur A, égale sigma A de oméga inter A. Il suffit d'appliquer ce résultat-là. L'injection canonique, l'injection I de A vers X. Vous appliquez ceci pour l'injection canonique, I de A vers X. En appliquant le résultat précédent à l'injection canonique, on obtient A inter sigma X de oméga, c'est-à-dire la trace de la sigma algèbre sigma X de oméga sur A, égale sigma A de oméga inter A. Donc, vous voyez, et ce sont des tribus sur A, bien sûr, parce que oméga A, oméga inter A, oméga, il est contenu dans P de X. Donc, oméga inter A est contenu dans P de A. OK? Et là aussi, c'est une tribu sur A, parce que c'est la trace des éléments de sigma X de oméga sur A. Donc, c'est l'égalité de deux tribus sur A. Vous êtes obligé de mettre le A ici. Donc, la trace de la tribu engendrée par oméga sur A, c'est la tribu engendrée par la trace de oméga sur A. Voilà, merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah.